Dans le roman de Ian Fleming, intitulé aussi « Ce doit être un hasard », You Only Live Twice, et qui fut la 12e et avant-dernière aventure de James Bond écrite par Ian Fleming, l'adversaire de 007 était un collectionneur de la mort, horticulteur et botaniste spécialisé dans les espèces tropicales, installé dans une île du Japon et attirant dans son parc exotique les candidats au suicide. Il y avait là un château digne des Carpates, de Jules Verne, un terrain volcanique aux geysers purulents et aux fumerolles inquiétantes, un lac et des bassins garnis, en guise de poissons rouges, de piranhas, une végétation vénéneuse dont Fleming donnait une fort savante classification selon l'effet meurtrier. Délirant, enivrant, convulsif, déprimant, asthénique, irritant, suivaient 5 pages de spécimens au nom latin. Le tout infesté de serpents, de scorpions et autres araignées venimeuses qui contraignaient les maîtres de ce jardin de la mort à circuler revêtus d'une armure complète du XVIIe siècle. Il y avait aussi une chambre de torture, dont la principale attraction tenait en un siège ouvert sur un geyser qui projetait à intervalles réguliers et à 30 mètres de haut de la boue à 1000 degrés centigrades. De ce conte fantastique, dont le cadre évoquait une sorte de Disneyland de la mort, mais sur une bien plus grande échelle poétique, de cet univers d'épouvante sur lequel planaient, furtivement certes, mais de façon incontestable, les grandes ombres de Sade, d'Edgar Poe et de Lautréamont, de cet extraordinaire sujet visuel dont on devine ce qu'aurait pu faire jadis un Freda, un Bava ou un Kotafavi, messieurs Saltzman et Broccoli, secondés par un quelconque Lewis Gilbert et ne conservant du roman que le Japon, le nom du méchant et les piranhas, c'est peu, ont tiré une pâle histoire de gadget cosmique fiction qui fait de cette 5e péripétie bondienne à l'écran un film de série ressemblant comme un faux frère au dernier Flint ou au premier Matt Helm, lesquels démarquaient eux-mêmes en s'en moquant plus ou moins bien les James Bond. Des capsules soviétiques et américaines disparaissent dans l'espace, créant un état de tension internationale, le repère de l'engin avaleur est localisé quelque part sur les côtes japonaises. Une grande puissance asiatique, qui n'est pas le Japon, semble responsable de cette piraterie à l'échelle cosmique, dont le but évident est de déclencher une guerre atomique entre les deux super grands. On devine la suite et l'heureux dénouement de la mission de 007. La courbe vertigineusement ascendante du budget des Saltzman Broccoli's Productions, You Only Live Twice a coûté 9 fois plus que Dr No, dont le pauvre budget, $1 million, suffit à peine ici à couvrir le coût du décor du volcan aménagé en base spatiale, semble précipiter la courbe d'intérêt prise au spectacle et à l'escalade dans le colossal, et l'invention mécanique semble répondre à une dégringolade dans l'esprit d'aventure et le plaisir de la mise en scène. Constater qu'abondance de biens nuit et que le luxe n'ajoute guère à la joie du jeu, apparaît du reste une vérité première et universelle que les producteurs, nouveaux riches du cinéma, sont les seuls à vouloir ignorer. Ainsi, le meilleur dans You Only Live Twice, ou du moins ce qui parvient à éveiller l'attention, ce n'est pas l'hélicoptère force de frappe, le cratère-base spatial, les fusées de type Atlas, la capture des capsules dans le cosmos, 30 choses qui n'étonnent plus, qui ne peuvent plus étonner parce qu'il y a eu 1. La voiture de Goldfinger, 2. La base du Dr No, 3. Les innombrables repères souterrains somptueusement aménagés de tout film d'espionnage qui soigne son standing, 4. Enfin, les fantastiques, parce que réels, scènes documentaires enregistrées dans l'espace et montrées à la télévision ou dans les actualités. Ce n'est pas ce côté gigantesque bricolage qui ramène le cinéma au stuc babylonien Made in Hollywood ou Cinecittà, mais les quelques rares instants de cinéma de geste dont le secret, le rythme, semble se perdre avec toute une production de série B. Instant où l'homme seul, avec ses poings, prend le meilleur sur la machine, le décor et l'adversaire, poursuite et bagarre dans le port et sur le toit, entraînement des samouraïs à l'heure de l'espionnage atomique, déjà dans From Russia with Love, descente des commandos dans le cratère tels des insectes fantastiques le long de leur fil. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, à la rareté de ces moments, à l'absence d'humour et aussi de personnalité féminine marquante, correspond l'abstention de Terence Young qui savait prendre suffisamment de distance d'avec ses sujets
pour les imposer élégamment même aux spectateurs et aux critiques réticents par principe. À force de traiter le spectateur comme Pavlov ses chiens de laboratoire, les marchands d'images sont en train de court-circuiter le réseau de plus en plus complexé de ses réflexes et de ses besoins, disons plutôt de ses désirs créés ex nihilo. Mis en condition, stimulés par le phénomène de la précritique publicitaire qui envahit de manière effarante les journaux et menace bientôt de dispenser de lire puis de faire la critique des œuvres, voire dans cet ordre d'idées le grand Moln pour résultat que l'on sait, le public réduit à l'état de consommateur, à la petite semaine, se voit privé du plaisir le plus rare et le plus délicat qui soit, pour un gourmet comme pour amant ou pour un cinéphile, celui de la découverte, de la bonne surprise, de l'inconnu, celui qu'un certain docteur No nous apporta jadis. On ne vit que 2 fois, écrivait le poète japonais Basho, la première quand on est, la deuxième quand on est face à la mort. Le mythe James Bond se trouve désormais placé face à sa mort, et, faute de pouvoir se dépasser lui-même, il est condamné à périr. Enfin, Guy Brocourt, Cinéma 67, décembre 1967.